Banlieue chic de l'ouest parisien, La Celle-Saint-Cloud, 20 000 habitants. Ce mardi 16 avril 1996, il est 9h45 quand le commissariat de la ville reçoit l'appel d'un homme complètement paniqué. Châtaigneraie, oui. Oui, à la Celle-Saint-Cloud, bien sûr. Venez tout de suite. Oui, quartier La Châtaigneraie. Oui, c'est ça. La personne au bout du fil s'appelle Pierre et il vient de découvrir le corps inanimé de son voisin. Il y a le réflexe immédiat, je pense, de se dire, voilà, il s'est passé quelque chose de grave. Donc immédiatement, il appelle la police. De toute évidence, il s'agit d'un homicide. Pierre donne une adresse. 15 allées Horace Vernet dans le quartier de la Châtaigneraie, à 3 minutes à peine du commissariat. Un secteur plutôt huppé, où vivent essentiellement des cadres et des retraités. Les policiers, peu habitués à traiter les affaires criminelles, appellent en renfort la PJ de Versailles. À l'adresse indiquée par le voisin, les enquêteurs arrivent devant cette maison moderne et cossue. C'est une belle maison individuelle, construite sur l'idée même de son occupant, puisque celui-ci est architecte. Cet architecte propriétaire des lieux s'appelle Willy Pomonti, un retraité de 69 ans. Parmi les enquêteurs ce jour-là, il y a le commandant Frédéric Acaba. Nous sommes prévenus par la permanence qui nous indique il y a eu un homicide à la Celle-Saint-Cloud. On n'en sait pas plus, on arrive sur les lieux, on sait qu'on va trouver une victime, mais voilà, sans plus. Les enquêteurs gèlent la scène de crime et procèdent aux premières constatations. Et là déjà, il y a des objets qui traînent, des tables renversées. Tous les tiroirs sont ouverts, des papiers dans tous les sens, la maison sans dessus-dessous, le poste de télévision assez gros qui est posé. Comme si on avait voulu l'emporter, puis que finalement on ne l'avait pas emporté, quoi. Pour les policiers, tout ressemble donc à un cambriolage qui aurait mal tourné. Pourtant, ils remarquent très vite que la porte d'entrée ne présente aucune trace d'effraction. On avance vers un couloir où là on commence à voir des traces de sang, des objets épars au sol. On voit par terre une perceuse. Qui traîne par terre et qui est couverte de sang également. Couverte de sang, ce qui est quand même pas très habituel pour une perceuse. Une mèche à béton, elle aussi ensanglantée, est vissée sur la perceuse. Les policiers poursuivent leur progression jusqu'à l'entrée du couloir. Il y a un escabeau posé le long d'un mur et il est couvert de traces de sang. Là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on va découvrir derrière? Et on arrive là au niveau du couloir et là effectivement, c'est plus que des traces de sang, c'est vraiment des grosses taches de sang, des éclaboussures. Ils sont frappés par les nombreuses projections de sang qui sont constatées sur les murs, jusqu'à 1 mètre à partir du sol. C'est une plongée dans l'enfer, c'est un couloir qui est interminable pour eux. On voit qu'il y a eu une sorte de carnage. Et ils vont poursuivre leur chemin, ralentissant un peu le rythme, la gorge serrée, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont trouver au bout du couloir est certainement effroyable. Les enquêteurs suivent les traînées de sang. Elles les mènent jusqu'à une chambre où se trouve le cadavre. Monsieur Pomonti est allongé par terre. Il est légèrement replié, donc les pieds attachés, les mains attachées. Saucissonné pour que les auteurs puissent maîtriser la victime. Et il gît totalement dans une mare de sang. À côté du corps de Willy Pomonti, les enquêteurs font une autre découverte. On retrouve près du corps une masse ensanglantée. Une masse qui a visiblement servi à tuer le retraité. Les enquêteurs voient des traces d'enfoncement de la boîte crânienne. Ce corps, c'est quand même assez horrible, hein. La tête écrabouillée, le sang partout. Ce n'est pas une scène de crime ordinaire. C'est de la barbarie dans toute son horreur.
Je pense que même les policiers qui ont l'habitude ne voient pas tous les jours des scènes... on a l'impression d'un acharnement. Les enquêteurs sont sous le choc. Comment un simple cambriolage a-t-il pu dégénérer de la sorte? Et surtout, pourquoi autant de violence contre ce retraité? Pour répondre à ces questions, les hommes de la police judiciaire se mettent à la recherche d'indices dans toute la maison. Dans le salon, on découvre des mégots dans un cendrier de plusieurs marques. On fait les prélèvements. C'est de toute évidence un indice intéressant. La victime ne fumait sans doute pas 3 marques de cigarettes différentes. Le ou les meurtriers ont peut-être laissé des traces ADN sur ces mégots, ce qui permettrait de les identifier. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs font une autre découverte qui pourrait s'avérer déterminante. Avec les grandes quantités de sang qui recouvrent le sol, effectivement, on va trouver plusieurs traces de pas. Dont 2 parfaitement identifiables avec des traces très particulières. L'une est striée et l'autre a aussi des stries et des losanges sur le bout de la semelle. Genre d'empreintes que laissent des chaussures de tennis. Pour les policiers, l'enquête s'annonce a priori facile. Celui ou ceux qui ont commis ce crime ont laissé derrière eux de très nombreuses traces. On va retrouver énormément d'empreintes. Sur les meubles, sur les poignées de porte, partout où on peut, on essaie de relever des empreintes. On va vraiment ratisser toute la maison au peigne fin. La perceuse a été prélevée pour voir si on y retrouvait des empreintes. Les rubans adhésifs sur les pieds, sur les mains sont prélevés. C'est manifestement le travail d'amateurs. Les policiers vont relever jusqu'à 19 empreintes digitales, une moisson d'indices aussitôt envoyés au laboratoire d'analyse. On a les mégots, on a les empreintes de pas dans le sang, on a les empreintes qui ont été relevées un peu partout dans la maison. C'est un ensemble de pistes qui, on l'espère, va permettre l'identification rapide des auteurs de cet homicide. Willy Pomonthy semblait vivre seul dans cette maison. Il a 2 enfants que les enquêteurs vont s'empresser de contacter. Face à ce crime abject, les policiers vont rapidement décider de ne pas tout dire aux enfants de Willy Pomonthy. Eric, c'est le fils aîné. Il est chez lui dans le sud de la France quand il apprend la mort de son père. J'ai décroché le téléphone et j'ai eu ma mère donc, qui était dans un état de décomposition qui était tout effondré et qui m'annonce, comme on dit, la terrible nouvelle. Je t'appelle parce qu'il vient d'arriver quelque chose de très grave. La fille de Willy Pomonthy, Florence, vit en région parisienne. Elle se souvient de ce jour où elle reçoit l'appel des enquêteurs. Je suis abasourdie par cette nouvelle. Pour moi, je dis mais non, mais c'est pas possible. Mon père, c'est toute ma vie. Donc, en une seconde, j'ai l'impression que toute ma vie s'écroule. Donc, je lui dis mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'ai dit je vais appeler papa. Je suis sûre, vous vous trompez. C'est n'importe quoi. C'est débile. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Je prends le téléphone et j'appelle mon père et j'ai dit décroche, décroche, décroche. Et là, bien évidemment, personne ne décroche. Et je suis obligée d'admettre ce qu'on est en train de me dire. Et là, je m'écroule en sanglots complètement. Pour toute la famille de Willy Pomonthy, c'est l'incompréhension. Le mercredi 17 avril 1996, le lendemain de la découverte du corps, une autopsie est réalisée à l'Institut médico-légal de Garches. Et elle vient confirmer l'atrocité du crime. La victime est morte des tortures qu'il a subies. C'est-à-dire que les douleurs ont été telles qu'elles ont provoqué un arrêt cardiaque. Selon le rapport d'autopsie, Willy Pomonthy serait mort dans la soirée précédant la découverte de son corps, après de longues heures de calvaire. Le légiste va expliquer que Willy Pomonthy a été supplicié, martyrisé. La face enfoncée, la boîte crânienne enfoncée. Avec un objet contondant, on devine très rapidement que c'est la masse qui a été trouvée sur place. Mais l'horreur ne s'arrête pas là.
Le légiste va confirmer aux enquêteurs ce qu'ils redoutaient. Monsieur Pomonti a été percé à 2 endroits de son anatomie, dans le genou et dans le poignet. Ce n'est pas juste des petits coups, il a vraiment été perforé par le foret à béton. Comble de l'horreur. La perceuse a été utilisée en mode marteau-piqueur sur 6 cm de profondeur. Et l'autopsie permet de déterminer que ces trous ont été faits avant sa mort. Pourquoi Willy Pomonti a-t-il été torturé? Pour le moment, impossible d'en savoir davantage. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ces enfants vont apprendre tous les détails morbides par la presse. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je lis les coupures de presse comme quoi il a été torturé avec une perceuse et achevé avec une masse. Que les personnes en fait se sont acharnées, qu'il est mort non seulement pas d'un coup, mais qui est suite à d'horribles tortures. Et là, je suis vraiment sous le choc. Dans le quartier de la Châtaigneraie à la Selle-Saint-Cloud, l'affaire fait grand bruit. Tout le monde ne parle que de la sauvage agression du retraité. Dans cette banlieue huppée de la région parisienne, c'est du jamais vu. Pour tout le monde, le mobile ne peut être que crapuleux. Je pense que les auteurs étaient persuadés que cette personne avait sans doute un trésor caché quelque part. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait un coffre qui était caché derrière un tableau, ce qui n'était absolument pas le cas. Ils auraient torturé cet homme pour avoir la clé du coffre-fort ou pour avoir le code secret de la carte bleue. Mais alors, comment expliquer l'absence de traces d'effraction le jour de la découverte du corps? La famille va donner aux enquêteurs un élément de réponse. Il ne relève pas des traces d'effraction pour la bonne raison que ce jour-là, mon père il faisait une très belle journée et mon père avait tout ouvert. Il avait l'habitude d'accueillir très volontiers un voisin, une voisine. C'est quelqu'un qui ne fermait jamais à clé. Willy Pomonti attendait-il quelqu'un? A-t-il été surpris par un inconnu? Pour le savoir, les enquêteurs vont faire une enquête de proximité. Dans les bureaux de la police, les voisins de la victime sont auditionnés. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. Les policiers vont d'abord entendre la personne qui les a appelés. C'est Pierre, le voisin, qui a découvert le corps. Il va dire aux enquêteurs que s'il s'est rendu au domicile du retraité ce matin-là, c'est parce qu'il avait été alerté 15 minutes plus tôt par la femme de ménage de l'architecte. Elle est venue sonner chez moi pour me dire qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Willy. Il y avait du désordre et des outils partout. Willy n'était pas là. Elle m'a demandé de venir avec elle pour voir s'il s'était passé quelque chose. La femme de ménage lui explique aussi qu'à l'extérieur de la maison, un autre détail l'avait étonné. La voiture, la R5 de mon père, en fait, n'est plus à son domicile. Donc on pense très rapidement que cette voiture a dû être utilisée par les auteurs pour quitter les lieux. Et le témoignage de la voisine d'en face va accréditer cette thèse. La veille de la découverte du corps, elle a vu vers 23h15 la Renault 5 de Willy Pomonti quitter les lieux. Il était 23h15, 23h25 environ. J'ai été un peu étonnée de voir la voiture sortir à cette heure-là, car ce n'est pas dans les habitudes de Monsieur Pomonti. Sans attendre, les policiers diffusent le signalement de la voiture. Une Renault 5 Baccarat de couleur beige immatriculée dans les Yvelines. Les enquêteurs n'écartent aucune piste. Ils vont maintenant s'intéresser de très près à la personnalité de la victime. Monsieur Pomonti est un architecte à la retraite. Il a construit sa maison, il a de bonnes relations avec sa famille, son voisinage. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, Monsieur Pomonti, vous pouvez venir. Et on savait très bien qu'il allait venir très volontiers parce que c'était quelqu'un de profondément gentil. Il avait la vie d'un paisible retraité, d'un retraité tranquille. Willy Pomonti était marié, mais sa femme, elle, vivait dans le sud de la France. Ils étaient séparés sans lettres, puisqu'ils vivaient chacun de leur côté, mais se voyaient régulièrement et en tout cas entretenaient d'excellentes relations.
Difficile donc pour les enquêteurs de trouver un début de piste dans cette vie discrète. Rien ne peut expliquer l'atrocité du crime. Un homme sans histoire, il est inconnu des services de police. Sa situation financière était saine, sans le moindre nuage. C'est quelqu'un qui n'a pas de dette, qui n'a pas d'ennemis. Willy Pomontí était donc aimé de tous et n'avait pas de double vie. Pour les enquêteurs, l'hypothèse de la vengeance personnelle est donc peu crédible. Au même moment, les enquêteurs reçoivent les résultats du laboratoire d'analyse. D'abord sur l'ADN des mégots de cigarettes retrouvés dans la maison. On trouve 2 ADN différents. Donc effectivement, assez logiquement, l'ADN de M. Pomontí. Et un autre, inconnu, qui est vraisemblablement celui d'un des auteurs. C'est déjà un indice qu'il y avait sans doute quelqu'un d'autre qui a fumé. Mais après tout, il pouvait recevoir des gens et fumer avec eux. Restent les résultats des nombreuses empreintes digitales relevées dans la maison. Sur les 19 empreintes au départ, je crois, différentes qui avaient été retrouvées dans la maison, il en reste 7 effectivement qui ne sont pas identifiables dans l'entourage immédiat de la victime. Elles sont donc envoyées au fichier automatisé des empreintes digitales pour comparaison. Sans résultat, aucun criminel connu n'était donc chez Willy Pomontí. Restent enfin les 2 traces de pas retrouvées sur le sol. On arrive à déterminer que l'une des empreintes est sans doute une empreinte de chaussure Nike, mais à part ça, on n'arrive pas à déterminer la précision. Entre un 39 et un 41, c'est l'avant de la chaussure elle-même. Tant qu'on n'a pas l'intégralité de la chaussure, c'est un peu difficile. On sait que c'est des chaussures adultes, par exemple, c'est pas des chaussures d'enfants. Après ces résultats d'analyse qui n'apportent rien de nouveau, les policiers sont déçus. L'enquête sur la mort de Willy Pomontí est au point mort, mais l'espoir va vite renaître. Le 30 avril 1996, 15 jours après le meurtre, la Renault 5 de Willy Pomontí est retrouvée dans le Val-de-Marne, à 20 km de la Celle-Saint-Cloud. On la retrouve assez loin, c'est-à-dire qu'on la retrouve à Ivry-sur-Seine, sur un parking près d'une cité. Une cité populaire, qui est un peu animée, qui fait parfois l'objet de différents trafics illicites. La brigade criminelle de Versailles est immédiatement envoyée sur place pour effectuer les premières constatations. La Renault 5 est intacte. Elle est au point mort. Sans clé dessus, donc c'est pas un véhicule abandonné qui a été volé puis qu'on abandonne ensuite, c'est un véhicule qui a servi visiblement. À l'intérieur de la voiture, aucune empreinte exploitable. En revanche, dans le coffre, les enquêteurs remarquent des traces laissées par des objets lourds. Peut-être bien ceux du cambriolage. Les enquêteurs vont relever un certain nombre d'indices dans cette voiture et vont commencer à faire surtout une enquête de proximité. Ils vont prendre les plaques d'immatriculation à côté de ces voitures et puis ils vont s'intéresser à ce qui se passe à côté dans cette cité. On peut laisser supposer que les personnes qui l'ont conduite habitaient à cet endroit-là. On se dit, si on a retrouvé la voiture, on va retrouver le chauffeur. Pour les policiers, la voiture de Willy Pomontí n'a pas été garée ici par hasard. Et cette hypothèse va être confortée par un étrange appel anonyme passé par un résident de la cité. Le mystérieux personnage, au bout du fil, va leur dire « Eh bien, la veille de la découverte de cette voiture, il y avait des jeunes qui traînaient autour de cette voiture. » La brigade des stupes du Val-de-Marne connaît très bien ces jeunes qui sont tous toxicomanes. Largement connus pour des affaires de vol avec violence et de séquestration de personnes et de port d'armes. Pour les policiers, l'hypothèse d'un cambriolage par des toxicomanes en manque se dessine. Cela pourrait expliquer la violence du crime. Le 14 mai 1996, c'est le coup de filet. Les policiers perquisitionnent au domicile de 5 jeunes de la cité et les indices s'accumulent. Certains de ces jeunes ont des tennis qui ressemblent à peu près aux traces qu'on avait retrouvées sur la scène de crime, avec ces stries, ces losanges. Ce sont des chaussures de sport. Et c'est ainsi que 5 personnes ont été placées en garde à vue, 4 jeunes hommes et une femme. Pour la première fois, les enquêteurs ont une piste solide. D'autant qu'un autre détail va attirer leur attention. Certains jeunes fument les mêmes cigarettes que celles retrouvées chez Willy Pomontí. Tous les suspects sont entendus séparément et une seule et même question se pose pour tous. Que faisiez-vous
le jour où Willy Pomoty a été tué. Et il nie, il dément. On n'est pas dans ce coup-là, c'est pas nous. Vous vous êtes trompés, on a été balancé par quelqu'un qui nous en veut. Si les 5 toxicomanes ont tous un alibi le soir du meurtre, cela ne suffit pas aux enquêteurs. Sceptiques, les policiers eh bien, vont faire des comparaisons avec les empreintes papillaires, ces empreintes digitales retrouvées sur la scène de crime, avec celles de nos interpellés. Et ça ne correspond pas. Nouvel échec, on relâche tout ce beau petit monde. L'enquête sur le meurtre de Willy Pomoty piétine. Aucun nouveau témoignage ne vient relancer l'affaire. Désormais, la famille Pomoty n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et il ne va rien se passer pendant près de 7 ans. Notre espoir, malheureusement, s'amenuise vraiment beaucoup de retrouver un jour l'assassin, le meurtrier, l'être immonde qui a pu faire ça à mon père. Mais on se raccroche en se disant il ne faut surtout pas que le dossier soit clos. C'est au moment où la famille désespère qu'un bouleversement judiciaire survient. Le fichier des empreintes génétiques jusque-là réservé aux criminels sexuels est élargi aux auteurs de délits. Ce qui était un fichier un peu confidentiel, au fond, d'auteurs de crimes sexuels, s'est retrouvé être le fichier général de la délinquance. Et cela change tout. À présent, tous les ADN de personnes fichées sont rassemblés, soit 17 000 profils différents. On sait désormais qu'on peut comparer cet ADN qui avait été retrouvé sur l'un des mégots avec peut-être celui de l'assassin. En 2006, 10 ans après le meurtre de Willy Pomoty, une nouvelle juge d'instruction tente le tout pour le tout. Elle envisage quand même malgré tout de clôturer ce dossier en se disant mais qu'est-ce que je peux encore faire dedans ? Et se dit les fichiers ADN ont été modifiés, il y a beaucoup plus de personnes dans les fichiers ADN aujourd'hui, je vais retenter une comparaison. C'est une bouteille qui est lancée à la mer, c'est l'opération de la dernière chance. Mais cette chance, on a envie d'y croire quand même. Et le 9 juin 2006, un profil ressort du fichier des empreintes génétiques. Et là, cette fois-ci, mais c'est le miracle inattendu. Il y a quelqu'un qui correspond en fait. Cette personne est identifiée au nom de Michel Ambras. Michel Ambras, 46 ans, surnommé le roi du chéquier volé. Il se trouve qu'à la faveur de l'un de ces petits vols, il avait été fiché. À l'époque, on avait pris son ADN. La certitude qu'on a, c'est qu'on a quelqu'un dont on est sûr qu'il a été chez M. Pomoty. Est-ce que c'est lui qui l'a torturé? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il va devoir rapidement s'expliquer sur sa présence ce jour-là. Le 13 septembre 2006, Michel Ambras est interpellé à son domicile à Aulnay-sous-Bois, où il vit avec sa femme et ses enfants. Il est placé en garde à vue et emmené dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Et l'homme ne comprend pas pourquoi il est interrogé. On lui a demandé, vous connaissez la selle Saint-Cloud? Il a répondu, je connais de nom, mais je n'y suis jamais allé. Dès sa première audition, Michel Ambras ment en déclarant ne jamais être allé à la selle Saint-Cloud. Pendant des heures, il nie sans savoir que les enquêteurs ont une preuve irréfutable de sa présence chez Willy Pomoty. C'est alors que les policiers décident de le mettre devant le fait accompli. Et là, ils vont abattre leurs cartes en disant « Voilà, on ne vous a pas tout dit, monsieur Ambras ». Et on informe monsieur Ambras que sa trace biologique a été formellement constatée sur place. Là, on sent qu'il réfléchit. Qu'il est un peu déstabilisé, un peu mal à l'aise. Placé devant cette vérité scientifique, cette constatation matérielle. Il leur dit oui. Oui, j'étais bien sur place, à la selle Saint-Cloud. Oui, j'étais bien chez Willy Pomoty. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Et voici ce que Michel Ambras déclare aux enquêteurs 10 ans après le crime de Willy Pomoty. Ma femme. Elle n'était pas encore ma femme. À l'époque, le suspect vit à Paris. Ce 15 avril 1996, il raconte s'être disputé avec sa future femme. Et pour se changer les idées,
il décide d'aller se promener. Dans un élan de mauvaise humeur, il a pris le train pour aller vers Versailles. Michel Ambras a besoin de faire le point loin de Paris, sans destination précise. Et en cours de route, il va s'arrêter un peu par hasard à la Selle Saint-Cloud, c'est sur le trajet. Il est 17h. Michel Ambras prétend alors être descendu du train pour visiter cette ville qu'il ne connaissait pas. Et voici ce qu'il déclare. J'ai vu que le coin avait l'air bien. Je suis descendu du train et j'ai marché sans but. Il déambule un peu dans le quartier et il arrive dans ce quartier résidentiel de la Châtaigneraie. C'est vrai que le domicile de M. Pont-Monty est à une centaine de mètres ou 200 mètres de la gare. Michel Ambras remonte l'allée Horace Vernet, bordée de maisons cossues. Il s'arrête devant cette belle résidence, aux baies vitrées impeccables. Voyant cette maison ouverte et apparemment déserte, il s'est dit j'ai peut-être une opportunité à saisir. Une fois dans le jardin, il remarque un homme en train de bricoler dans la véranda. Il attend que cet homme disparaisse, parte. Il se cache, je crois, un petit moment dans le jardin. Vers 19h, Michel Ambras entend une porte claquer. Il pense que l'homme est parti et que la voie est libre. Le soir venu, eh bien, il va s'introduire dans la maison. La porte d'entrée n'est pas verrouillée, précise Michel Ambras, qui progresse et commence à fouiller la salle à manger. Monsieur Pont-Monty, tenant une perceuse à la main, l'aurait agressé. Il va réussir à lui prendre cette perceuse, va s'en suivre une lutte, ils vont se battre, il va lui asséner des coups, il va même dire aux enquêteurs « j'étais dans un état second ». Michel Ambras affirme que Willy Pont-Monty n'est pas mort à ce moment-là, mais qu'il était juste inconscient. Débordé par la situation et voyant ses vêtements pleins de sang, l'homme improvise. Il va prendre dans le placard à vêtements de M. Pont-Monty quelques effets qu'il va mettre. Il va glacer ses propres vêtements dans un sac en plastique qu'il emmène en prenant la fuite. Mais avant, il prend le temps d'effacer ses empreintes et d'emporter quelques objets comme la chaîne IFI qu'il place dans le coffre de la Renault 5. Il est environ 23h15 quand Michel Ambras quitte les lieux, comme l'avait indiqué justement la voisine de Willy Pont-Monty. En pleine nuit, Michel Ambras prend la direction de Paris. Il rentre à son hôtel dans le 18e arrondissement, porte de Clignancourt. Puis, il abandonne la Renault 5 sur un parking, rue du Ruisseau, avant de jeter dans une poubelle le sac contenant ses vêtements ensanglantés. Face aux explications de Michel Ambras, les enquêteurs sont perplexes. Ils sont convaincus que sa déposition est incomplète, d'autant qu'il ne se souvient pas d'avoir fumé sur place. Il ajoute qu'il n'a jamais attaché Willy Pont-Monty comme les enquêteurs l'ont constaté. Enfin, il maintient que le retraité était inconscient quand il a quitté les lieux, alors les policiers décident de provoquer chez lui un électrochoc. Les enquêteurs présentent les albums qui ont été faits au moment des constatations par l'identité judiciaire, et il a une sorte de sursaut, de révulsion. Il dit simplement « je suis incapable de faire quelque chose comme ça, je me souviens pas, c'est pas moi, c'est pas possible, je me souviens pas ». J'ai tombé la tête sur le carreau, il est inconscient. Alors, soit c'est un menteur extraordinaire, ou soit cet homme n'a rien fait. Le 14 septembre 2006, Michel Ambras est mis en examen pour meurtre avec torture et acte de barbarie. Il est envoyé à la prison de Bois d'Arcy en région parisienne. Et depuis sa cellule, l'homme crie son innocence, comme dans cette lettre qu'il écrit à sa sœur 5 jours après son incarcération. Je suis bien étranger aux atrocités que ce pauvre homme a subies. J'en serais absolument incapable d'ailleurs. Alors, Michel Ambras dit-il la vérité.
Ou a-t-il quelque chose à cacher? Et d'ailleurs, qui est cet homme? C'est un petit délinquant, c'est pas non plus un enfant de cœur. Une sorte d'escroc, falsificateur de chèques, comme il en existe beaucoup. Qui par ailleurs a une vie de famille, est marié depuis des années. Un père de famille heureux, escroc à ses heures perdues. On est loin du profil du tueur barbare et sans pitié. D'autant que Michel Ambras n'a aucun passé criminel. C'est le bon camarade. On boirait facilement une bière avec lui en regardant un match de foot. C'est un homme charmant, je dirais même. J'irais jusque-là. C'est un homme très aimable, très doux. Et totalement inconnu pour le moindre fait de violence. Le profil ne correspond pas du tout à la sauvagerie des faits. Si Michel Ambras n'a pas torturé ni tué Willy Pomontì, que s'est-il réellement passé la nuit du drame? Et surtout, qui est l'auteur de cette barbarie? Depuis sa prison, Michel Ambras écrit encore. Cette fois, il s'adresse au juge. Il a des révélations à lui faire. Il va envoyer un courrier à la juge en disant « Je vous ai pas tout dit ». Il donne des éléments nouveaux. Une toute autre version des faits, où il explique effectivement qu'il n'était pas seul. Il dit qu'il est accompagné donc d'un homme. Dont il donne le nom, un certain Patrick Le Petit. La juge d'instruction prend très au sérieux la lettre de Michel Ambras. Elle décide de le convoquer pour entendre sa nouvelle version. Et d'emblée, il accuse son copain rencontré quelques années auparavant dans un bar. Ambras se présente un peu comme le suiveur qui a été emmené dans une affaire plus grosse que lui et qu'il dépasse. L'initiative de la visite chez M. Pomontì a été prise par ce M. Le Petit. Révélation aujourd'hui. Et c'est une toute autre histoire que va raconter Michel Ambras à la juge d'instruction. Monsieur Le Petit a emmené Ambras sur place. Il aurait demandé simplement à Michel Ambras de faire le guet pendant que lui fouillait la maison. C'est dans cette baraque que je vais. Patrick Le Petit est relié à lui par une sorte de talkie-walkie pour le prévenir s'il y avait une patrouille de police. Patrick Le Petit va dire à Michel Ambras « Si ça chauffe, tu m'appelles ». Tu m'appelles, ok? Ok. Il a laissé rentrer son camarade. Va s'en suivre 3 quarts d'heure d'attente où Michel Ambras dit qu'il est stressé. Jusqu'à ce que, dit-il, celui-ci l'appelle affolé sur le talkie-walkie. J'ai fait une connerie, Michel, viens. Oh, j'arrive. Disons, viens vite, j'ai fait une connerie. Viens vite, j'ai besoin de toi. J'arrive. Michel Ambras indique qu'il est 22h30 quand il court rejoindre son ami à l'intérieur de la maison. Ambras rentre et trouve, dit-il, le petit dans un état d'excitation extrême. Souillé de sang, qui lui dit « J'ai fait une connerie, j'ai vraiment fait une connerie ». Une perceuse est au sol et le couloir est recouvert de sang. Michel Ambras ne comprend pas ce qui vient de se passer jusqu'à ce qu'il arrive dans la chambre. C'est là que M. Ambras constate l'horreur que nous connaissons. Willy Pomontì est allongé par terre, attaché et déjà mort. Michel Ambras interroge alors son ami, Patrick Le Petit. Il lui explique qu'il a été surpris par Willy Pomontì avec la perceuse. Qu'il a dû se défendre. Qu'il y a eu un corps à corps. Qu'il l'a tué vraisemblablement. Michel Ambras, en gros, dit « J'ai joué les seconds rôles, c'est pas moi qui l'ai tué ». Michel Ambras est tétanisé. À partir de ce moment-là, il va exécuter tous les ordres que lui donne Patrick Le Petit. Ambras dit qu'il a aidé Le Petit à mettre quelques objets dans la voiture, mais que lui-même dit qu'il est peut-être un peu effrayé par Le Petit et par ce qu'avait fait Le Petit, il ne l'a pas suivi. Tu te tais. Parce que si tu parles, il va t'arriver la même chose qu'au vieux là. Michel Ambras laisse partir Patrick Le Petit au volant de la Renault 5. Tremblant de peur, il rentre dans la maison seul, abasourdi, ne sachant plus quoi faire. Il est resté là, pantois, hagard, dans la maison. Il s'est assis et a fumé 4 cigarettes à la table de la salle à manger, ce qui explique la présence des mégots. Michel Ambras aurait ensuite pris un taxi pour rentrer à Paris jusqu'à son hôtel. Dans le bureau de la juge d'instruction, Michel Ambras conclut en disant ne jamais avoir revu Patrick Le Petit après cette nuit d'horreur.
Madame Zimmermann apparemment ne croit pas à cette nouvelle version. Le juge d'instruction, dans son interrogatoire, demande à M. Ambras « Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé pendant plus de 10 ans ?» Et celui-ci répond que le dénommé Patrick Le Petit était extrêmement menaçant. Du genre, je te fais la même chose si jamais tu dis quoi que ce soit. Le Petit aurait même menacé Ambras de s'en prendre à sa femme et à ses enfants. Mais cela peut-il justifier un silence long de 10 ans? Pour les enquêteurs, Michel Ambras ne dit pas toute la vérité. Alors ils vont lui demander des précisions sur ce mystérieux complice. Monsieur Ambras a donné quelques éléments permettant éventuellement d'identifier d'abord et de retrouver ensuite Monsieur Le Petit. Un homme qui est plutôt grand, 1m85, corpulent, 90 kilos. Il lui dit aussi que Le Petit a déjà eu des condamnations. Il demeurerait aux alentours de Villeneuve-la-Garenne. Dans une tour, au 10e étage, précise Michel Ambras. Sans attendre, les enquêteurs se mettent à la recherche de ce Patrick Le Petit. Ils vont vérifier tous les locataires des HLM de Villeneuve-la-Garenne. Pas de Patrick Le Petit, premier échec. Le fichier des titulaires de carte grise ne donne rien. Pas de Patrick Le Petit, deuxième échec. Puisqu'il a fait de la prison, on va rechercher toutes les personnes qui, s'appelant Le Petit, ont fait de la prison. Et cette fois, les recherches s'avèrent positives pour les enquêteurs. Et alors là, on retrouve effectivement plusieurs Patrick Le Petit ayant fait de la prison. On montre à Michel Ambras une série de photos. Il finit par en reconnaître un. Comme étant celui qui a commis le crime pour lequel il est actuellement incarcéré. Un Patrick Le Petit, bien connu en fait des services de police. Il est connu pour des faits de vol avec violence, des faits de menaces et d'atteinte à la vie humaine. Donc c'est un délinquant qui est, lui, un violent. Michel Ambras accuse Patrick Le Petit, un homme violent, d'avoir torturé et tué Willy Pomontì. Seulement, il y a un problème. Comme il est fiché, on a ses empreintes digitales. Aucune n'a été constatée sur le lieu des faits. Et les enquêteurs vont très vite comprendre pourquoi. Il a un alibi, il travaillait le jour du meurtre. Il est employé de 19h à 8h du matin, donc il ne peut pas avoir été en même temps à la selle Saint-Cloud. Mais surtout, les enquêteurs vont se retrouver face à un autre problème, beaucoup plus ennuyeux. C'est que ce Patrick Le Petit est mort. L'homme est mort, en prison, en 2005. D'un cancer. Et M. Ambras paraît sincèrement surpris et dit qu'il l'ignorait. Michel Ambras accuse donc un mort qui de toute façon ne pouvait pas être là, à la selle Saint-Cloud, la nuit du drame. Pendant 2 ans, il reste en prison sans donner d'autres explications. Le 3 septembre 2008, une reconstitution est organisée sur les lieux du crime, à la demande du juge Marie-Odile de Villers. J'espère que Ambras va craquer. Alors soit il va finir par dire la vérité, puisque je suis sûre qu'il ne la dit pas, soit il va lâcher inconsciemment quelque chose qui va être une piste pour nous. Mais Michel Ambras n'en démord pas. Ce n'est pas lui qui a tué Willy Pomontì. Il est très présent pour nous montrer comment il faisait le guet. Voilà, j'étais là, je montais là, je descendais là. Dès qu'on rentre dans la maison, il est un peu plus mal à l'aise. Et puis ensuite, il est carrément sur la réserve. C'est un homme calme, poli et très étranger à ce qui est en train de se passer à cette reconstitution. Michel Ambras refuse de mimer les gestes de torture. Il est digne, un peu trop même. À un moment, 2 policiers étaient en train de plaisanter à propos de je ne sais quoi. Et il leur a fait la remarque, mais comment vous osez plaisanter dans cette maison où il y a eu un tel drame? Vous devriez avoir du respect pour la victime. Pour tous les témoins de cette reconstitution, Michel Ambras joue la comédie. Que cherche-t-il? Jusqu'au procès, il maintiendra sa dernière version. Patrick Le Petit avait beau avoir un alibi, il était avec lui le soir du drame. Le 13 septembre 2010 s'ouvre enfin le procès de Michel Ambras devant la cour d'assises des Yvelines.
14 ans d'attente et une question lancinante pour la veuve et les enfants de Willy Pomoty. Comment un petit escroc a pu devenir un tortionnaire qui achève sa victime à coups de masse et de perceuse électrique? Je sais que ce procès va être difficile, particulièrement pour la famille. Ce procès, je l'attends et je le redoute, bien évidemment. Tout simplement parce que je savais que tous les détails allaient être évoqués et que ça allait être une souffrance pour moi absolument énorme. J'avais l'impression de faire un retour très violent dans le passé. Les enfants de Willy Pomoty ne connaissent rien de Michel Ambras. Pour la première fois, ils vont se retrouver face à lui, et c'est une surprise de taille qui les attend. Pendant des années, j'imaginais un être absolument barbare. Quand j'ai vu Michel Ambras, j'ai vu quelqu'un de très distingué. Dans son box, Michel Ambras est très courtois, très poli. Il a l'attitude de quelqu'un qui a l'air assez sûr de lui. Sans jamais s'énerver ou élever le ton, il est un homme qui maîtrise ses pulsions. Il est un homme normal. Totalement dépassé par l'horreur du crime dont il avait à répondre, qui paraissait donner des élans de sincérité, non pas quand il disait « je n'y suis pour rien », mais quand il disait « tout ça, c'est pas moi ». Michel Ambras maintient sa dernière version et jamais il n'est déstabilisé. Même quand le médecin légiste décrit en détail les tortures infligées à Willy Pomoty. La particularité de ce dossier, c'est l'horreur de la mise à mort de M. Pomoty. Au cours du procès, ils ont préféré ne pas montrer à la famille les photos. Malheureusement, il y en a une qui est tombée et je l'ai aperçue brièvement. Et c'était un choc pour moi. Les avocats de Michel Ambras ne manquent pas de souligner les zones d'ombre dans cette affaire. Aucune empreinte appartenant à leur client n'a été retrouvée, ni sur la perceuse, ni sur la masse qui ont servi à tuer Willy Pomoty. Le personnage Ambras, il fait pas l'affaire du tortionnaire. Il a vraiment pas la tête à ça, il n'a pas le profil à ça. Ces avocats ont joué sur la personnalité de Michel Ambras et le fait qu'il n'avait pas fait d'acte de violence auparavant. Certes, il a eu affaire à la justice, mais jamais de violence dans sa vie, jamais rien de tout ça. Il est à des années-lumière de ce type de délinquance. Donc on peut penser que peut-être il n'en est pas, sinon l'auteur, au moins l'instigateur ou l'auteur principal. Voilà. Pour les enfants de Willy Pomoty, Michel Ambras joue un personnage. Ils sont impressionnés par le sang-froid de cet homme qui pousse le vice jusqu'à s'excuser. Alors il a à un moment de l'audience cette phrase extraordinaire en disant, en demandant pardon à la famille Pomoty et en disant c'est vrai, j'aurais dû appeler les secours. Selon lui, lorsqu'il a vu M. Pomoty, il devait être encore temps de le sauver. Comment il peut arriver devant moi, moi qui souffre d'une façon tellement horrible, comment il peut arriver à me dire ça? C'est ignoble, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Les jurés s'interrogent. Michel Ambras était-il seul la nuit du drame? Ou était-il accompagné d'un complice, comme il l'affirme? D'après les déclarations de Michel Ambras, il y aura toujours un doute. Attendez, c'est pas l'homme universel. Hein. Il va pas en même temps attacher, fouiller, enfin non, c'est pas possible. Ce n'est pas du tout impossible. Ça ne relève pas de l'impossible. C'est inexplicable peut-être, c'est difficile à croire sans doute, mais ce n'est pas impossible. Une seule certitude. Michel Ambras a fumé chez Willy Pomoty cette nuit du 15 avril 1996. Son ADN retrouvé sur place atteste de sa présence. Mais aurait-il pu seul agresser le retraité? Le traîner dans le couloir pour le torturer une première fois? Puis le tirer jusqu'à la chambre pour lui attacher les mains, les pieds et tenter de le faire parler à coups de perceuse. À toutes ces questions, Michel Ambras n'apporte qu'une seule et même réponse. Ce n'est pas lui qui a torturé et tué Willy Pomoty, mais son ami Patrick Le Petit. C'est évident que s'il fait intervenir
un deuxième homme, qui de plus est au cimetière, dont ne lui apportera pas la contradiction, bah, autant lui donner le mauvais rôle. Hein. Sauf que, rappelez-vous, Patrick Le Petit avait un alibi à l'heure du crime. Alors, Michel Ambras cherche-t-il à protéger un autre homme 14 ans plus tard? À l'issue des 3 jours de débat, l'avocat général rend son réquisitoire pour le meurtre de Willy Pomontì. Je termine mon réquisitoire en demandant la peine de 30 années de réclusion criminelle, qui est une peine extrêmement lourde, qui est l'avant-dernière marche de la loi pénale, puisque le maximum qui était encouru par M. Ambras est la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque l'avocat général demande 30 ans, pour moi, je suis vraiment étonnée. Il y a trop de zones d'ombre et le doute doit bénéficier à Michel Ambras. D'abord, s'il y a un doute, il bénéficie à l'accusé. Deuxièmement, il appartient à l'accusation de rapporter la preuve. Impassible à l'énoncé du verdict, comme pendant tout le procès, Michel Ambras quitte la cour d'assises de Versailles. Il vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Willy Pomontì. Une peine lourde, mais inférieure aux 30 ans requis par l'avocat général. Personnellement, je trouve qu'il s'en sort très bien pour les horreurs qu'il a commises. Quand je pense à ce que mon mari a pu souffrir, c'est quelque chose d'inimaginable, d'horrible. Mettre des coups de perceuse dans le bras et la jambe de cet homme charmant qui n'a fait de mal à personne, j'aimerais savoir pourquoi. Il y a surtout une question. Est-ce vous ? Est-ce bien vous qui avez commis ces faits-là? Il y était, c'est sûr, mais nous ne saurons jamais ce qu'il a fait. C'est le secret de M. Ambras qu'il est libre de garder pour lui. Pour le meurtre de Willy Pomontì, Michel Ambras ne fera pas appel d'un verdict qui aura mis 14 ans avant d'être prononcé. Cette affaire aurait pu retrouver la longue liste des affaires non résolues s'il n'y avait pas eu ce tout petit bout de mégot. Monsieur Ambras coulerait des jours certainement heureux, avec peut-être un remords quelque part dans son esprit, mais jamais il n'aurait été identifié. Michel Ambras a été reconnu coupable. Mais pour la famille Pomontì, les questions restent toujours sans réponse. C'est terrible pour moi, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a une seule personne, une seule, qui détient la vérité, c'est Michel Ambras. Un jour, j'ai rêvé plusieurs fois lui dire, mais écoutez, maintenant, il n'y a pas de micro, il n'y a plus de truc. Expliquez-moi, pourquoi ce jour-là? Pourquoi mon père? Pourquoi lui? Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a que lui qui sait, en fait.